Archipel océanique au nord de l'Europe, le Royaume-Uni s'étire depuis les falaises de craie de la Manche jusqu'aux fjords du nord de l'Écosse. À l'ouest, il enjambe un bras de mer pour unir en son sein l'Irlande du Nord. Ses 16 000 km de côte, ses reliefs contrastés et son grand écart de latitude ont influencé une répartition très inégale de la population. Les disparités sont fortes entre le nord et le sud de l'île, entre des territoires désertés et des villes saturées, entre Londres et le reste du pays. C'est en régnant sur les mers que le Royaume-Uni a étendu son territoire par-delà ses frontières, développé son commerce et bâti un empire qui culmine au début du XXe siècle. Aujourd'hui, les anciennes divisions menacent toujours son équilibre et son intégrité. Prenons 24 heures, entre un lever de soleil et son coucher, pour découvrir les forces qui l'animent et façonnent le territoire de ce pays qui s'est choisi un nouveau destin européen. De nuit, seules brillent les lumières des principales villes du pays. Belfast, en Irlande du Nord, Cardiff, au pays de Galles, Glasgow, en Écosse, et au sud, l'immense métropole londonienne, en Angleterre. Il est 5 heures du matin. Au nord de l'Écosse, à Peterhead, Amity II, le chalutier de Jimmy Buchan, rentre au port, après une campagne de pêche en mer du Nord qui a duré 10 jours. On est déjà au boulot quand la plupart des gens sont encore au lit. On décharge les poissons blancs pour la criée. Il y a pas mal d'espèces différentes. Du cabillaud, de l'aigle fin, de la lotte, des limandes. Ensuite, on débarquera les langoustines. C'est vraiment le top, ça vaut très cher. En quelques heures, elles seront expédiées partout en Europe. C'est un circuit très très rapide. Au même moment, à 250 km à l'est de Peterhead, en pleine mer du Nord, les ingénieurs et les techniciens de la plateforme d'Elgin Franklin sont déjà au travail. L'exploitation du pétrole se poursuit nuit et jour. À l'autre bout de la grande île, dans l'extrême sud, le balai des trains de marchandises qui empruntent le tunnel sous la Manche a déjà commencé. Le tunnel a 20 ans. Il a arrimé le Royaume-Uni au continent européen, devenu son premier partenaire commercial. 24 heures sur 24 et 365 jours par an, les poids lourds, marchandises et chauffeurs sont chargés sur les immenses trains de fret qui filent sous la Manche. Grâce au tunnel, un camion parti de Calais côté français est prêt à reprendre la route 2 heures plus tard côté anglais. Un gain de temps formidable sur tous les autres modes de transport. Le flux s'exécute sous la supervision étroite des techniciens du terminal anglais de Folkestone. So you need the route through the access 158, over.
That's correct, yes. So I have to cancel the route first from 161 to 103. Okay, that's all the same, yep. Okay, so you don't move for the moment. Okay, cheers out. Thank you, Chaser. Donc il est trop long, il va falloir mettre en place un itinéraire à partir de 0711. Là, il a dégagé la voie, c'est ça? On a besoin de lui commander un itinéraire vers les plateformes parce qu'il doit dépasser le 0711. Ah bon? Ouais, son train est trop long. On va bloquer l'accès à 4 plateformes si on fait ça. Neil Page supervise les opérations dans la salle de contrôle souterraine de Folkestone, qui se targue d'avoir le plus grand tableau optique d'Europe, 32 mètres de long. À gauche, le terminal britannique et à droite, le terminal français. Les trains sont chargés sur la plateforme, puis ils entrent dans le tunnel. Le tunnel nord est le tunnel normal pour les trains qui circulent du Royaume-Uni vers la France. À la sortie, le train effectue une boucle pour être déchargé, puis il est rechargé et retourne au Royaume-Uni par le tunnel sud. Hello. Bonjour Manu, Jean, comment tu... Je vérifie la plateforme parce que ça a changé. C'est F10 maintenant, pas F12. S'il y a un changement, je te prévenir. Ce sont de très gros trains. Ils pèsent environ 2500 tonnes à pleine charge pour une navette de fret et un peu plus si c'est un train de passagers à cause des wagons fermés. Et ces monstres empruntent le tunnel à 140 km/h. Ça en fait les trains lourds les plus rapides du monde. La première année d'exploitation, on a eu environ 100 000 navettes de fret. Et aujourd'hui, on transporte 1,6 million de camions. Autant dire que l'augmentation du trafic a été phénoménale. Déchargés des navettes, les poids lourds empruntent la M20 en direction de Londres. À cette heure matinale, le trafic est intense. Il leur faudra 2 heures pour parcourir les 100 km qui les séparent de la capitale. Si le tunnel concentre les échanges avec l'Europe continentale, la Grande Île compte aussi plusieurs grands ports qui la relient à ses partenaires d'import-export dans le monde. L'Allemagne, les Pays-Bas et les pays du Nord, mais aussi les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, la moitié des échanges de marchandises se fait encore par la mer. Dans le sud, à la latitude du tunnel, les ports de Bristol, Southampton ou Felixstowe, qui rayonnaient déjà au temps de l'Empire, sont toujours là, en ordre de marche à 6 heures du matin. Felixstowe et ses 3 km de quai, propriété d'une compagnie de Hong Kong, est le plus grand port à conteneurs du pays. Il assure le trafic avec l'Extrême-Orient et les ports de Rotterdam et Hambourg. Tous ces ports gravitent dans l'orbite de Londres, la ville-monde qui capte la plus grande part de leur trafic. Depuis 3 siècles, Londres a associé sa fortune et son expansion à la Tamise, le fleuve qui la traverse de part en part. Les bateaux venus du monde entier déchargeaient leurs marchandises sur les kilomètres de quais qui longent la Tamise jusqu'au centre de la ville. Dans les années 70, le développement de porte-conteneurs de plus en plus gros a mis fin à tout cela. Le fleuve n'est plus assez profond pour eux. Les quais se sont vidés et de nouvelles infrastructures ont surgi. Le London Gateway Port, financé par Dubaï, inauguré en 2009, a été bâti juste à l'embouchure. Le grand rush des marchandises précède de quelques heures celui des hommes. À 75 km de Londres, sur la côte sud de l'Angleterre, près de Portsmouth, la petite ville balnéaire d'Emsworth se réveille à peine. Amy Summers s'est installée ici il y a 5 ans. Comme de nombreux habitants, elle a choisi de combiner le vélo et le train pour se rendre à son travail. 3 fois par semaine, elle rejoint la gare d'Avant et mettra 1h30 pour se rendre dans la capitale. C'est plus rapide, moins cher et plus amusant. J'aime cette bouffée d'air frais avant d'arriver au travail. Les gens trouvent qu'il y a de bons emplois à Londres, mais la vie y est chère et difficile. C'est plus agréable de vivre dans un endroit comme celui-ci. On fait facilement la navette, les trains sont fréquents et ponctuels.
Pour maintenir son rang de métropole internationale, Londres compte également 6 aéroports, dont le dernier né, près du centre-ville, est principalement destiné aux jets privés des hommes d'affaires. Le cœur historique de Londres réunit à 2 pas de la Tamise les sièges de sa puissance politique, les palais royaux, et ceux de sa puissance économique, les immeubles du quartier de la City. Face à la City, voici le Shard, haut de 310 mètres, inauguré en 2012, planté au cœur du vieux Londres comme pour symboliser sa vitalité et son incroyable dynamisme. Bâti au-dessus de l'infrastructure ferroviaire du 19e siècle. Il est 7h45. Le train d'Amy Summers arrive à Waterloo Station, l'une des 13 gares de terminus de Londres. Tous les jours, 500 000 navetteurs rejoignent leur lieu de travail, en métro ou en bus, mais aussi à vélo. C'est fantastique. Des centaines de personnes prennent leur vélo pour aller au travail, à l'école ou pour leurs déplacements quotidiens. Sur le Blackfriars Bridge, il y a plus de cyclistes que d'automobilistes. C'est une vraie amélioration. Même si des pistes cyclables sécurisées ont été mises en place, les infrastructures actuelles ne pourront faire face à la croissance attendue de la ville. Londres accueille de plus en plus de monde. Nous attendons l'arrivée de millions de personnes dans les 10 ou 20 prochaines années. Les transports publics et les capacités routières sont limitées. Il faut donc que plus de personnes prennent le vélo, si nous voulons que la ville ne soit pas paralysée. Grâce au vélo et à la mise en place de péages urbains limitant l'accès au centre-ville, le trafic automobile a baissé de 15% en 10 ans. Il est bientôt 8 heures et au siège de la Bourse de Londres, les cloches vont sonner l'ouverture des marchés. Nous sommes au cœur de la City, une des premières puissances financières mondiales. La City est une enclave de 3 km² qui bénéficie de lois fiscales très avantageuses, raison pour laquelle des centaines de banques, la moitié des assureurs de la planète et 80% des fonds d'investissement s'y sont implantés. 1 milliard de dollars s'y échangent chaque minute. Autrefois à la tête d'un immense empire commercial, la capitale est aujourd'hui devenue une place financière centrale, connectée au reste du monde grâce à un vaste réseau de câbles sous-marins à fibre optique. Plus rapide que les liaisons satellites, ces connexions à très haut débit relient Londres à New York, Hong Kong ou Tokyo. Résultat, les opérations boursières se traitent 1 million de fois plus vite qu'il y a 10 ans. Un trading haute fréquence qui a révolutionné les marchés. Huy Nguyen Trieux est un homme d'affaires d'un nouveau type qui fait la synthèse entre la finance traditionnelle et les technologies de pointe. Ces 10 dernières années, plus d'1 million de personnes ont emménagé à Londres. La ville est devenue la capitale mondiale de la FinTech. Elle concentre toutes les innovations liées à la technologie et à la finance. Bien plus que New York, la Silicon Valley ou Hong Kong, par exemple. Et si la City conserve la haute main sur la finance traditionnelle, le cœur battant de cette nouvelle finance technologique s'est établi à moins de 5 km, dans le nouveau quartier de Canary Wharf, bâti dans l'ancien quartier des docks, qui ont fait la fortune de la ville. Canary Wharf est un quartier privé qui appartient aux Qataris. Mais on voit aussi d'autres quartiers se développer à l'est de Londres, notamment sous l'impulsion d'investisseurs chinois. À Canary Wharf, Huy travaille au Level 39,
le 39e étage de l'immeuble Canada Square est tout entier dédié aux startups. C'est le plus grand accélérateur de FinTech en Europe. Plusieurs milliers de nouvelles entreprises ont été créées à Londres ces 2 dernières décennies. Il s'agit parfois de toutes petites structures qui viennent chercher soutien et conseil auprès de UI. Ces 10 dernières années, le visage de Londres a totalement changé. Aujourd'hui, il y a le Shard, la Râpe à fromage, la tour Heron. Toutes ces tours n'existaient pas il y a 5 ans. Elles sont là parce que le gouvernement a été très proactif en encourageant le développement des startups au Royaume-Uni. Dans le quartier de Shoreditch se construit la Banque du Futur. Des structures plus légères connectées à des immenses serveurs délocalisés qui forment ce que l'on appelle le cloud informatique. Les banques traditionnelles utilisent de gros ordinateurs centraux, délabrés, obsolètes et très chers. Nous construisons nos banques dans le cloud. Pas besoin d'autres équipements et de plus, c'est extrêmement rapide à développer. Nous nous associons à ces nouvelles banques pour que le client ait la meilleure expérience utilisateur possible. Tout cela est possible grâce à la technologie et aussi à tous ses talents. L'expansion et l'enrichissement de Londres a pour conséquence qu'habiter au centre est devenu hors de prix. Du coup, les jeunes gens aisés de Canary Wharf se sont jetés sur les anciens quartiers populaires du centre qui se métamorphosent et s'embourgeoisent à vue d'œil. Ce que les sociologues ont appelé la gentrification. La capitale britannique est aujourd'hui une des villes les plus chères du monde pour se loger. À 5 km de la City, le prix moyen du mètre carré se négocie autour de 12 000 €. À 3 km, entre 15 000 et 18 000 €. Pour atteindre au centre-ville un prix moyen proche de 25 000 €. Sur la rive droite de la Tamise, en face de la City, le quartier d'Elephant and Castle est en pleine effervescence. East Market Street, la longue rue où est né Charlie Chaplin. À un quart d'heure en tramway de Buckingham, les pauvres de Londres s'y sont entassés pendant des générations. Presque entièrement blanc à l'époque de Charlot, il était devenu progressivement un quartier multiculturel mais toujours populaire. C'est révolu. Loretta Lees, sociologue, a étudié l'évolution de cet embourgeoisement urbain. On nous vend un certain multiculturalisme pour attirer une nouvelle classe moyenne citadine, qui veut vivre dans des endroits plus authentiques, plus alternatifs. Mais l'ironie, c'est qu'une fois qu'un quartier se gentrifie, ce genre de marché traditionnel est aseptisé. La population du quartier devient plus blanche, plus bourgeoise. À 2 pas d'East Market Street, l'immeuble Taplow Tower est un vestige de l'architecture sociale des années 70, destiné à améliorer le logement des ouvriers. Il est encore debout, mais en état de décrépitude avancée. Si vous regardez par la fenêtre, vous verrez 2 villes. D'un côté, la traditionnelle City de Londres, où les grandes fortunes du commerce se sont bâties, et de l'autre, Canary Wharf, le nouveau centre du pouvoir. Londres est probablement gentrifié à 80%. C'est pour ça que le processus dont je parle est si critique. Ce quartier est en quelque sorte le dernier vestige de l'État-providence qui empêche la privatisation totale de cette ville. Mais Londres est loin de se réduire au centre historique et aux quartiers situés de part et d'autre de la City. Londres est immense et continue d'attirer plus de 100 000 personnes chaque année. Sur une carte du Grand Londres, Elephant and Castle, Canary Wharf ou la City n'occupent que des portions minuscules de cette métropole dont la taille est sans équivalent en Europe. Le Grand Londres compte 32 arrondissements qui portent les limites de la ville proprement dite à 25 km des palais royaux du centre.
il regroupe à lui seul 8 600 000 habitants. Au-delà de ce grand Londres, après une ceinture verte créée en 1947 comme un poumon de verdure, commence l'ère métropolitaine. Un espace très densément peuplé, où dès les années 60, avec la création de villes nouvelles comme Milton Keynes, les banlieusards tentent d'échapper au phénomène de la congestion urbaine. 15 millions de personnes résident dans cette ceinture métropolitaine. C'est l'espace d'extension maximale du commuting qui étend son rayon à 150 km de la capitale. Au total, Londres et sa banlieue représentent donc environ 23 millions d'habitants, plus d'un tiers de la population du Royaume-Uni sur un cinquième du territoire. Londres est donc la capitale hypertrophiée d'un pays inégalement habité. À ce déséquilibre démographique s'ajoute le poids réel et symbolique de ce que les Anglais eux-mêmes appellent le clivage nord-sud. Pour la plupart des Britanniques, le clivage nord-sud est une donnée évidente, intégrée à la représentation collective qu'ils ont du royaume. Benjamin Hennig, qui enseigne la géographie à Oxford, a donné à cette division une réalité concrète qui s'inscrit dans le territoire. La ligne de fracture commence à environ 150 km autour de la capitale. Par dérision, les Anglais ont même désigné un poste frontière symbolique entre les deux parties du royaume, Watford Gap. C'est un joli symbole de la séparation entre le nord et le sud. On se trouve pile au-dessus de l'autoroute et de la ligne de chemin de fer principale pour Londres. La Fosse Way est une voie romaine. C'est la première frontière occidentale de l'Empire romain avant la conquête de terres plus au nord. Les premières traces de cette rupture entre le nord et le sud. La Fosse Way des Romains ralliait Exeter à Lincoln. Elle séparait les régions calcaires et relativement plates du sud des régions granitiques et accidentées du nord, où sont concentrées les ressources minières qui ont été le moteur de la révolution industrielle. Nous sommes en train de survoler la ligne qui sépare ces zones géologiques. C'est ici que l'industrie est née. La nature a vraiment fourni ce qui a permis au nord d'être le cœur industriel du pays à l'époque. La première énergie exploitée au nord fut l'eau des rivières. Le relief incliné des collines facilitait son écoulement vers les moulins implantés dans les vallées. Les moulins font partie de ce paysage. Ce sont eux qui fournissaient l'énergie au début de l'industrialisation, dans le textile notamment. Nous survolons Cromwell Mill. C'est le premier moulin à eau utilisé par les filatures de coton. Puis les moulins ont été définitivement supplantés quand on a inventé la machine à vapeur, ici même à Coventry, devenue par la suite le cœur battant de la grande industrie automobile britannique. C'est autour des grandes villes du Nord, Sheffield, Birmingham, Manchester, que se sont concentrés les bastions de la sidérurgie et du textile britannique. Elles ont grandi autour des mines de fer ou de charbon dont regorgeait le sous-sol de ces régions. La richesse produite dans le Nord a été ramenée vers le Sud. L'industrialisation, ici dans le Nord, a permis à l'Angleterre de bâtir son empire. Ces industries ont maintenu le pays pendant près de 2 siècles, jusqu'à la fin des années 1980. À 250 km au nord de Londres, Sheffield a été la capitale de l'acier britannique. La ville a été un foyer pour l'innovation sidérurgique, puisque c'est là qu'a été inventé l'acier inoxydable. L'acier de Sheffield est renommé. Voici l'une des plus petites aciéries. C'est l'une des rares à être encore en service. Amorcé dans les années 70, le déclin des aciéries a maintenant atteint son point terminal.
Le dernier vestige de la splendeur passée, c'est ce gigantesque centre commercial implanté sur une ancienne aciérie. Meadowhall a été l'un des premiers centres commerciaux du Royaume-Uni et d'Europe. C'est un exemple du remplacement progressif de l'industrie par le commerce. La municipalité a essayé de redynamiser Sheffield au-delà de son héritage industriel. La fin de la métallurgie à Sheffield, ou celle du textile à Manchester, autrefois surnommée Cotonopolis, le déclin général de l'industrie dans les villes du nord de l'Angleterre ont posé brutalement la question de leur reconversion. Au nord-ouest de Sheffield, Liverpool est une autre ancienne grande cité industrielle. Mais c'était aussi et avant tout un port florissant. Au XIXe siècle et jusqu'aux années 30, les revenus de Liverpool furent supérieurs à ceux de Londres. Entre 1931 et 2001, la ville a perdu plus de 400 000 habitants, la moitié de sa population. Aujourd'hui, elle se repeuple doucement. Mais c'est d'abord les touristes que Liverpool a entrepris d'attirer. C'est la ville des Beatles et son port est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 10h30 viennent de sonner et Tristan Brady Jacobs est à sa planche à découper. Tristan est un artiste urbain qui s'intéresse aux traces abandonnées par la classe ouvrière quand elle s'est volatilisée. Il vit à Liverpool depuis 20 ans. À ce moment-là, l'Angleterre était un endroit gris et sombre. Mes amis à Newcastle pensaient que j'avais disparu dans un nuage de fumée. Tout ici évoquait l'abandon et la désolation. Mais j'ai adoré. C'était une époque fascinante. Pour mener ses recherches et ses interventions artistiques, Tristan parcourt la ville dans tous les sens. Je vous emmène voir le quartier de Welsh Streets. C'est toute une zone de maisons ouvrières. Elles sont là depuis 150 ans et tout récemment, on a parlé de les détruire. Mais la population locale et un groupe d'artistes ont refusé de les abandonner. Ringo Starr, le batteur des Beatles, est né et a grandi ici, dans Welsh Streets. Le fait a eu son importance dans la décision du conseil municipal qui a finalement opté pour la rénovation des maisons. À quelques kilomètres de Welsh Streets, d'anciens quartiers industriels sont en cours de rénovation depuis 10 ans. On est dans le Baltic Triangle, l'un des derniers espaces industriels. À droite, le vieux Canada Dock est devenu l'un de ces espaces pas très chaleureux, où les anciennes usines ont été rasées et où les concessionnaires automobiles poussent comme des champignons. Sur le front de mer, les Albert Docks, eux, vestiges de la grandeur passée de Liverpool, ont été totalement rénovés. Les bâtiments étaient seulement utilisés par les junkies et les pigeons. Mais avec des fonds européens et beaucoup d'imagination et d'énergie, la ville a transformé cet endroit en une attraction touristique mondiale pour les fans des Beatles. Liverpool a toujours été une ville pleine d'audace, comme les filles le vendredi et le samedi soir. Maquillées, bariolées comme des papillons qui vont mourir au bout de la nuit. Mais elles ont de l'audace. À 3 kilomètres du centre, sur la plage de Crosby, les hommes de fer regardent la mer. Quand l'œuvre a été installée, sa poésie a été immédiate. Ces petites silhouettes noires s'accordent avec le paysage, avec ses étendues de sable. Elles évoquent aussi ce qui se profile à l'horizon, la promesse de l'avenir. « 20 ans que les hommes de fer regardent la mer avec obstination. C'est bien normal.
Dans le passé, elle a si souvent pourvu au salut du pays. C'est en dominant les mers que le royaume a dominé le monde. Et au moment où commençait le déclin industriel, les Britanniques ont eu la chance d'y trouver d'énormes gisements de gaz et de pétrole, un véritable trésor national dissimulé sous les eaux territoriales. Et une autre aventure a commencé. Depuis les années 70, l'exploitation des gisements offshore de pétrole et de gaz naturel en mer du Nord a transformé le paysage de ces côtes du Royaume-Uni. Au nord-est de l'Écosse, la ville d'Aberdeen tout entière s'est tournée vers les richesses des hydrocarbures de la mer du Nord. Il est 11 h sur l'héliport d'Aberdeen. Reporté à cause des mauvaises conditions météo en mer du Nord, c'est enfin l'heure du départ pour une des nombreuses équipes de relève de la plateforme pétrolière Elgin Franklin. Des missions de 3 semaines en pleine mer, à 250 km à l'est d'Aberdeen. Après une demi-heure de vol au-dessus de la mer du Nord, l'hélicoptère parti d'Aberdeen dépose l'équipe sur l'une des 3 plateformes du complexe d'Elgin Franklin. Voici le cœur du dispositif. C'est ici que les hommes d'Elgin commandent toute la production. Le système de lutte incendie et d'arrêt d'urgence. Depuis la salle de contrôle, ces hommes peuvent commander toute l'installation, jusqu'à la moindre valve. Aussi bien ici, sur ce site, que sur l'Elgin PUQ, l'Elgin A, l'Elgin B et même Franklin et West Franklin, qui sont pourtant assez éloignés. Mais leur mission la plus importante, c'est d'optimiser les puits. Au moment où je vous parle, nous devons diminuer notre production, du fait de certaines contraintes à terre. Alors il faut bien gérer, ouvrir les bons puits au bon endroit. La plateforme de forage a été mise en service en 2000. Elle illustre les difficultés auxquelles doivent faire face les industriels aujourd'hui. Exploiter des gisements enfouis dans une roche imprégnée de gaz à une profondeur de 6 km. Au mois de mars 2012, Elgin a failli exploser à cause d'une fuite de gaz sur le puits numéro 4. Une immense opération de secours industriel est engagée. La fuite est stoppée 3 mois plus tard, en injectant de la boue dans le puits. La production redémarre en mars 2013. Les systèmes informatiques sont intelligents, très fiables et très performants. Mais il faut encore une présence humaine pour s'assurer du respect de certains paramètres, pour détecter des anomalies qui nécessiteraient peut-être une intervention. Le complexe Elgin Franklin est original car en plus du forage, on procède sur place à la séparation de la phase gazeuse et de la phase liquide dans cette unité de filtrage. L'exploitation du pétrole et du gaz du Royaume-Uni repose sur un réseau de 600 plateformes de forage. Les flux circulent dans des milliers de kilomètres de pipelines sous-marins. Le réseau est interconnecté avec la plupart des autres pays européens. La production de pétrole et de gaz du Royaume-Uni couvre un peu plus de la moitié de sa propre consommation. Cette industrie est implantée jusqu'à l'extrême nord du Royaume-Uni. À 300 km au nord d'Aberdeen, l'archipel des Shetland. Des infrastructures gigantesques ont transformé l'archipel. Sur l'aéroport de Sumburgh, une noria d'hélicoptères dispatche jour et nuit les travailleurs du pétrole. Voici le terminal de Solomvo. Ici transite plus d'un quart de la production pétrolière du Royaume-Uni. 500 personnes traitent les ressources exploitées au large de l'archipel avant de les injecter dans le réseau. Depuis une quinzaine d'années, la production de pétrole britannique a baissé de moitié.
Les gisements s'épuisent et il faut démanteler les plateformes. Une opération longue et coûteuse à laquelle s'ajoute l'obligation d'entretenir le vaste réseau des pipelines. Comme ses voisins européens, le pays doit réviser son modèle énergétique. Il l'a fait en exploitant au maximum les sources d'énergie renouvelables dont l'a doté la nature. Et en premier lieu, le vent, qui souffle avec générosité sur la quasi-totalité du royaume. Au Royaume-Uni, l'éolien est déjà une réalité incontournable qui lui fournit 10% de sa production totale d'électricité. La majorité de cette production est fournie par les champs d'éoliennes terrestres. La nouveauté, c'est la place de plus en plus importante prise par les parcs d'éoliennes en pleine mer, dits offshore. Avec 1452 turbines réparties dans 27 sites, le Royaume-Uni s'est hissé en 2015 au 2e rang mondial de l'industrie éolienne offshore, derrière l'Allemagne et devant la Chine. En 2000, le premier parc offshore est construit à Blyth, dans le nord-est de l'Angleterre. Depuis, ils sont implantés de plus en plus loin des côtes, comme le Celtic Array, en mer d'Irlande. Le Dogger Bank, un grand banc de sable situé à 125 km à l'est, devrait accueillir un projet aux dimensions pharaoniques. Près de Londres, dans l'estuaire de la Tamise, le parc du London Array compte 500 éoliennes. C'est le plus grand du monde. La conversion massive et réussie à l'éolien a favorisé l'innovation dans le domaine énergétique. Le Royaume-Uni possède une autre source d'énergie pleine de promesses, l'énergie marémotrice. L'archipel se situe à la confluence de plusieurs mers. Manche, mer du Nord, mer d'Irlande, océan Atlantique. Quand leurs eaux se rencontrent, la vitesse des courants, l'amplitude des marées augmentent considérablement. Lisa McKenzie est responsable à l'EMEC, le Centre européen de l'énergie marine, un organisme public qui mène des recherches sur le futur de l'énergie marémotrice. Au nord de l'Écosse, l'archipel des Orcades est le grand laboratoire mondial de cette énergie. Depuis 2 décennies, toutes les entreprises impliquées dans son développement viennent y tester leurs prototypes de turbines hydrauliques. On arrive sur le site de test. La plateforme Open Hydro est juste devant nous. Pour l'instant, la turbine est hors de l'eau. Elle fait 6 mètres de diamètre, c'est très volumineux. Mais pour l'exploitation commerciale, l'entreprise compte déployer des turbines de 16 à 20 mètres de diamètre. Au sud de l'archipel, le détroit qui sépare les Orcades du reste de l'Écosse est surnommé l'Arabie saoudite de l'énergie marine. La vitesse des courants y est spectaculaire, jusqu'à 5 mètres par seconde, et ces marées sont parmi les plus rapides du monde, atteignant parfois 30 km/h. Ici, les autorités se sont lancées dans une entreprise très ambitieuse, le projet Magen, la plus grande usine marémotrice du monde en construction. Dans 6 ans, ces 400 turbines fourniront l'électricité à 40 000 foyers écossais. Ce sont les courants de marée les plus forts d'Europe. Il y a vraiment beaucoup d'énergie ici. Et c'est là qu'on développe les sites les plus avancés pour le moment. On voit d'ailleurs que des travaux sont en cours. Regardez le courant, près des bouées. Pour abriter son laboratoire de recherche, l'EMEC a choisi la plage de Billiacroo, sur la côte ouest de l'archipel. Vous voyez le bâtiment au toit vert? C'est le site de Billiacroo. Beaucoup de projets différents autour de l'énergie marémotrice y sont développés. Ce site a aussi été choisi à cause de la puissance des vagues de l'Atlantique qui frappent la côte. Ici, les vagues sont très hautes. Le record est de 18 mètres. Mais en moyenne, elles sont de 2 ou 3 mètres. C'est du laboratoire de Billiacroo que partent les câbles sous-marins qui raccordent les Orcades au réseau électrique national.
Les techniques mises au point à l'EMEC s'intègrent dans une stratégie commerciale. La technologie que l'on teste ici aux Orcades va avoir besoin d'un nouveau marché. Et l'EMEC voudra vendre sa technologie non seulement au Royaume-Uni ou en Europe, mais aussi aux Amériques et en Asie. À 10 km de Billiacroo, dans le port de Kirkwall, voici à quoi ressemble le futur de l'énergie motrice. James Murray, responsable du projet, est persuadé que l'heure est venue de franchir un nouveau cap. Des turbines mobiles, rapides à installer et au plus près des courants. Nous avons 2 jambes montées sur la plateforme et nous avons 2 lames de rotor de 16 mètres de diamètre de chaque côté de la turbine. C'est une forme d'énergie très prévisible. Avec les marées, vous savez des années à l'avance quelle quantité d'énergie vous allez produire. Donc c'est une forme très satisfaisante d'énergie renouvelable. L'un des défis à relever avec cette énergie, surtout au Royaume-Uni, c'est que les zones exploitables sont souvent très reculées. Alors même si les ressources sont bonnes, le réseau électrique n'est pas vraiment équipé pour exporter l'électricité produite vers les endroits où les gens vivent. L'exemple de l'innovation écossaise a fait des émules dans tout le royaume. Des projets de centrales futuristes ont fleuri un peu partout. Dans une région industrielle sinistrée, comme le pays de Galles, l'énergie marémotrice est une promesse encourageante. À côté des aciéries de Port Talbot, la baie de Swansea attend la réalisation d'un lagon artificiel géant qui générerait de l'électricité grâce au mouvement des marées. Le projet consiste dans la mise en place d'un barrage de 22 km de long sur l'estuaire de la Séverne. En face de Swansea, un lagon de 70 km² sera équipé de 90 turbines marémotrices. L'objectif est de délivrer de l'électricité à 1,5 million de foyers. La mer est le partenaire naturel du Royaume-Uni. Paradoxalement, à l'heure des turbines marémotrices ultramodernes, le secteur de la pêche paraît mal en point, affecté dans les dernières décennies par les réglementations européennes. À 50 km au nord d'Aberdeen, Peterhead est de loin le port le plus actif du Royaume-Uni. Il est 11h30. Au marché aux poissons de Peterhead, la criée touche à sa fin. Une excellente matinée pour Jimmy Bocan, qui a écoulé toute sa pêche. Il a soigneusement sélectionné ses prises en privilégiant toujours les choix du consommateur européen. De très loin son meilleur client. C'est un excellent produit, goûteux et charnu. Il est très recherché par nos voisins européens, plus que par les Britanniques. C'est drôle, on est une nation insulaire et la mer nous fournit une manne qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur. Les Espagnols, les Français et les Italiens, eux, sont de grands mangeurs de poissons. Il y a beaucoup de calamars aujourd'hui. 500 caisses, c'est beaucoup, même pour un grand marché comme ici. C'est une pêche très lucrative. Et surtout, il n'y a pas de quota sur le calamar. Ces quotas de pêche imposés par l'Union européenne ont permis une gestion collective de la ressource, mais aussi profondément restructuré le secteur. À Peterhead, en 25 ans, les 3/4 de la flotte locale ont disparu. J'ai 40 ans de métier derrière moi. On a appris de nos erreurs et j'espère qu'on aura un avenir. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'assurer la relève. Aujourd'hui, pour continuer à vivre des ressources de la mer, nombreux sont ceux qui ont abandonné leurs bateaux, les filets et les sorties en mer. Le métier change.
les pêcheurs écossais sont remplacés par les éleveurs de saumon, un secteur qui affiche une indéniable santé, au point qu'elle en modifie le paysage. La plupart des fermes d'aquaculture sont situées dans l'archipel des Orcades, aux îles Shetland et sur les côtes nord et ouest de l'Écosse. Nous sommes à Skourie. À la ferme Loch Duart, comme tous les jours, c'est l'heure de se rendre au bassin pour réoxygéner l'eau des saumons. La ferme d'élevage emploie 100 personnes et s'étend sur 15 000 nautiques dans le fjord. Kevin Gilchrist est le superviseur de Bad Call, l'un des 8 sites de production. On vérifie l'oxygénation pour être sûr que les poissons ont assez d'oxygène pour survivre. Si le niveau diminue, on actionne un système d'aération pour augmenter les niveaux d'oxygène dans les enclos. Notre défi, c'est que cet endroit est idéal pour élever des saumons, mais aussi très difficile, car la nature est sans pitié. On a connu des ouragans et des invasions de méduses, et ça peut totalement dévaster notre exploitation. Les saumons naissent dans les écloseries en eau douce. Ils y restent 18 mois et sont progressivement habitués à l'eau salée avant d'être installés dans des parcs en mer. Ils y vivent alors jusqu'à l'âge de 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup de travail, beaucoup de gestion. Le saumon est un carnivore, il mange beaucoup. Il lui faut une bonne nourriture. C'est pour ça qu'on utilise des aliments riches en farine et en huile de poisson. C'est ce qui lui donne ce goût si puissant et singulier. Aujourd'hui, l'industrie du saumon pèse près de 230 millions d'euros en Écosse et représente 94% du saumon produit dans l'Union européenne. L'Écosse a été la première à obtenir le label rouge français pour une partie de sa production. La ferme Loch Duart élève 5000 tonnes de saumon par an selon les principes d'une aquaculture durable. Nous prenons un peu plus de temps que nos concurrents pour faire grandir nos poissons. Si on compare au saumon norvégien, nous élevons moins de poissons par mètre cube. La densité est plus faible et il faut 2-3 mois de plus pour obtenir des saumons de même taille que les poissons norvégiens. L'élevage du saumon est une industrie nouvelle et passionnante. Et nous apprenons sans arrêt. Si vous voyez autant de jeunes gens intelligents et compétents sur le plan scientifique dans l'entreprise, c'est parce qu'ils ont envie de faire partie de cette aventure. Notre credo, c'est d'être en mesure de continuer cette activité dans 100 ans et même dans 200 ans. Quand on y pense, c'est une bonne ligne de conduite. Il est 13 h, l'heure du repas pour les éleveurs de Loch Duart qui font cette pause à proximité des bassins. Retour à Londres. Même à l'heure du break, la métropole bruisse de mouvements et d'activités. À Canary Wharf, au réfectoire de Level 39, UI déjeune seul. Au même moment pourtant, dans un autre quartier de Londres, à Notting Hill, la fête bat son plein. C'est le plus grand carnaval de rue d'Europe. Créé il y a 50 ans à l'initiative des populations caraïbes qui habitaient le quartier, il rassemble aujourd'hui plus d'1 million de personnes. Une centaine de chars bariolés se disputent le prix du carnaval, sous la surveillance aiguë des forces de sécurité. Au sein du carnaval, Augustine Pépé Francis est une institution.
Il est le dernier représentant du groupe qui a inventé l'événement en 1966, quand Notting Hill était un quartier presque exclusivement caribéen. Les premiers immigrants se sont installés le long de l'avenue Ladbroke Grove. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens de Trinidad ici. Mais aujourd'hui, ça a changé. Le carnaval accueille des gens de toute la Caraïbe, et même au-delà. À quelques centaines de mètres, comme chaque année, Tania participe à la fête qu'elle ne manquerait pour rien au monde. C'est une tradition qu'elle tient de sa mère. Pour ma mère qui vient de Trinidad, c'est l'événement le plus important de l'année. Ce carnaval a lieu ici parce que c'est le quartier de Londres où sont arrivées les vagues migratoires des années 50 et 60. Les personnes originaires des Caraïbes ont ramené cette tradition des îles avec eux. Aujourd'hui, il y a des gens de partout. Des Brésiliens, des Espagnols, il y a de la samba, de la capoeira, de tout. Quand mes parents vivaient ici, c'était pas du tout un quartier branché. Mais avec les années, le prix de l'immobilier a flambé et ce sont les riches qui s'y sont installés. C'est un quartier génial. Regardez autour de vous, ces maisons, c'est entretenu, à la mode. Il y a un paquet de boutiques et de restaurants. Si j'avais pu acheter ici... À l'autre bout du quartier, Augustine et son groupe de steel drums, Ebony, passent devant le jury du carnaval et gagnent une nouvelle fois la compétition. En raison de la hausse des prix de l'immobilier, la communauté caribéenne a dû quitter le quartier de Notting Hill et le centre-ville de la capitale. Londres est en fait constituée d'une mosaïque de quartiers dans lesquels coexistent les descendants des diverses communautés de l'ancien Empire britannique. Une grande vague d'immigration a été celle des populations venues du sous-continent indien dans les années 60 et 70. Ils se sont établis principalement dans le quartier de Southall, à 15 km à l'ouest, dans le Grand Londres. Dans Southall, baptisé Little India, les échoppes, les restaurants sont presque exclusivement tenus par des Britanniques d'origine indienne et pakistanaise. Southall compte aussi une très importante et influente communauté sikh. Le Gurdwara de Southall est le plus grand temple sikh d'Europe, bâti grâce aux cotisations de ses membres. C'est à la fois un lieu de culte, de réunion et d'entraide. On y sert tous les jours à manger aux pauvres du quartier. De nombreux sans-abri viennent ici le matin, entre 6 et 7 heures, et aussi des étudiants étrangers. Ils savent qu'ils peuvent manger un vrai repas gratuitement. Vous pouvez manger autant que vous voulez si ça vous dit. C'est comme ça dans un temple sikh. Aujourd'hui, les fidèles du temple se sont rassemblés pour célébrer un mariage. Londres est fantastique. Il y a une grande diversité, plein de religions et de communautés différentes qui arrivent à s'entendre. Je suis citoyenne britannique, je suis née dans ce pays et j'ai un lien très fort avec lui. Mais je suis aussi attachée aux valeurs de ma culture. Et en Angleterre, j'ai le droit d'exprimer ce sentiment. Même si les Indiens y sont majoritaires, Southall brasse bien d'autres communautés immigrées. Régulièrement, de nouvelles vagues de population étrangère s'installent à Londres, s'y font une place. La capitale britannique est une mosaïque en transformation permanente. L'un des plus récents courants d'immigration est constitué par les Somaliens. À Radio Dessi, la radio de la communauté Pendjabi,
Anita reçoit Madina. Quel est votre ressenti aujourd'hui, votre expérience? Est-ce que vous trouvez que les deux cultures se mélangent? Au début, quand ils voient un nouvel arrivant, les gens ont l'impression qu'on va leur prendre leur place. Mais aujourd'hui, les nouveaux sont intégrés et tout le monde se connaît mieux. J'ai toujours aimé aider les gens quand j'étais jeune. Mon père était enseignant et moi, j'ai toujours rêvé de comprendre le comportement humain, comment l'esprit des gens fonctionne. Merci Madina. Et maintenant, un peu de musique somalienne. Madina travaille aujourd'hui pour le gouvernement. Elle est complètement intégrée à la société britannique. J'ai souvent voyagé aux États-Unis, mais je ne pourrais vraiment pas y vivre. Alors qu'ici, c'est un peu comme en Afrique. Je suis citoyenne britannique et j'aime ce pays qui nous a accueillis et offert la citoyenneté. En écho à ces vagues d'immigration successives, Londres, la plus grande ville d'Europe, a élu en 2014 un maire musulman d'origine pakistanaise. Et le multiculturalisme n'est pas qu'un phénomène urbain. Il s'étend aux zones rurales où depuis une quinzaine d'années, les immigrés ont fait souche en s'engageant massivement dans les travaux agricoles. Mais contrairement au melting pot des villes, qui brassent essentiellement des populations extra-européennes, celui des campagnes anglaises est très largement dominé par les ressortissants de l'Est européen. Des Polonais notamment, devenus en 10 ans la première communauté d'émigrés au Royaume-Uni. 830 000 Polonais ont ainsi montré le chemin des campagnes anglaises à leurs voisins d'Europe orientale. Dans la ferme de Shegworth, dans le Kent, le ramassage des pommes s'effectue à la main. Un travail saisonnier, pour lequel les immigrés flexibles et peu coûteux sont une aubaine. Je viens de Lituanie. Mes amis sont de Pologne, de Roumanie et de Bulgarie. Je suis arrivée il y a 4 mois, en juin. Après la saison, je repartirai. J'aime beaucoup cette ferme. Beaucoup de nos cueilleurs viennent d'Europe de l'Est. Une grande partie travaille avec nous à l'année sur l'exploitation et ça tourne avec les saisons. Nous espérons qu'une stratégie claire sera mise en œuvre pour qu'à l'avenir, nous ayons encore accès à ces personnes qui veulent venir travailler pour nous. L'exploitation de cette main-d'œuvre européenne est possible grâce à la très grande flexibilité du marché du travail britannique. Avec le Brexit, la libre circulation vers le Royaume-Uni va se restreindre. Nous voulons continuer à pratiquer l'agriculture de manière durable. J'aimerais que les députés et les ministres nous soutiennent le plus possible dans cette démarche et qu'on puisse poursuivre dans cette voie. À l'aide de sa main-d'œuvre bon marché, la ferme de Shegworth fonctionne selon les principes de l'agriculture durable. Elle propose une production primeur de qualité, artisanale et sans traitement. De toutes les régions agricoles du Royaume-Uni, la plus vaste et la plus fertile, c'est East Anglia. Voilà pourquoi sont concentrés ici tous les moyens d'une agriculture très intensive. Les fermes y sont immenses, atteignant parfois plus de 1000 hectares. Légumes, oléagineux, blé, orge, betterave, colza, maïs, pommes de terre y sont cultivés de manière industrielle. Les silos à grains ressemblent à des gratte-ciel et les modes de l'élevage sont du même acabit.
À Watton, pour cet immense élevage de cochons, on a réaménagé cet ancien aéroport datant de la guerre froide. Là, les fermiers ont de plus en plus recours aux satellites pour piloter les tracteurs ou faire des relevés précis de la qualité des sols et de la densité des plants. Cette recherche du rendement maximum répond aux caractéristiques particulières de la Grande-Bretagne, dominée par l'hypertrophie agricole d'East Anglia. Le Royaume-Uni est loin d'être autosuffisant. Il ne produit que 59% de sa nourriture consommée et importe tout le reste, principalement des pays d'Europe de l'Ouest. Au nord d'East Anglia, le relief se tourmente, les sols s'appauvrissent et le climat devient très exigeant. Moins de semailles, moins de moissons. On entre dans le pays des éleveurs de moutons. Au nord-ouest de l'Angleterre, voici le parc national du Lake District, le plus grand du pays. Dans la vallée des Nerdales, Will Rowling et son fils sont éleveurs. Le métier est dans la famille depuis 600 ans. En ce début d'après-midi, c'est l'heure de rassembler les bêtes. Le climat est bon pour l'herbe. Ici, la plupart des prairies ont un sol riche, idéal. Take their shape over here and we'll put them in one of the shape pens. Nous produisons une viande de très grande qualité. Quand on mange de l'agneau, on préfère qu'il ait été nourri avec une bonne herbe et pas grand-chose d'autre. C'est une tradition très ancienne qui date d'avant le mouvement des enclosures en Angleterre. Ça fait plusieurs siècles que les moutons sont élevés sur ces pâturages de l'Open Fells. L'Open Fells, ce sont les hautes terres du district qui culminent au nord au pic Scafell, le plus haut d'Angleterre à près de 1000 mètres. Les Rowling élèvent une race particulière de moutons appelée Herdwick. Pour l'élevage, on se sert des qualités naturelles de la race Herdwick, notamment sa capacité à survivre dans des zones où d'autres moutons ne tiendraient pas. On se repose sur l'instinct territorial de nos bêtes, qui les pousse à rester avec leurs troupeaux. On sait toujours plus ou moins où retrouver la majorité d'entre eux. Les Rowling ne possèdent en propre que les quelques hectares autour de leurs 2 fermes. L'accès libre aux terrains de pâturage communs, détenus par d'autres propriétaires, acquis en portée de haute lutte il y a longtemps, continue de conditionner le maintien de cette activité traditionnelle. Les terrains communaux font partie d'un schéma d'exploitation qui a été établi avec l'agence publique Natural England pour préserver l'environnement, le paysage, la faune et la qualité de l'eau. On assure aussi la gestion des gîtes. Natural England est l'organisme public chargé de la protection des paysages. L'aide financière que les fermiers reçoivent de l'État est conditionnée à leur collaboration à des programmes de gestion environnementale. Je suis convaincu que nous autres agriculteurs, nous pouvons mettre à profit nos connaissances traditionnelles et nos pratiques de gestion pour valoriser le Lake District et préserver l'image que le public en a. On en a la capacité. Ça fait des siècles qu'on le fait. Si on perd les bases du métier et les gens qui sont capables de faire ce travail, on perdra ce paysage. Alors il faut transmettre ce savoir à la prochaine génération. Le maintien d'exploitations comme celle des Rowling est primordial dans un pays où la plupart des agriculteurs louent la terre qu'ils travaillent aux grands propriétaires fonciers. Mais dans ce domaine, l'Écosse, située à 2 pas du Lake District et qui a toujours marqué sa différence, pourrait commencer à faire bouger les choses. Au nord de Lake District, à 600 km de Londres, voici l'Écosse et ses 2 grandes villes rivales et complémentaires, seulement distantes de 50 km. À l'ouest, Glasgow, sa capitale économique. Elle détenait autrefois la plus grande industrie navale du monde.
En allant vers Édimbourg, avec ses 60 000 tonnes d'acier, voici le pont du Forth, construit à la fin du 19e siècle, qui réunit l'Écosse du Nord et celle du Sud. Aujourd'hui, il est doublé par 2 nouveaux ponts autoroutiers. À l'est de l'Écosse, Édimbourg est sa capitale politique. C'est ici que siège le Parlement écossais, le Holyrood, depuis 1998. Le Holyrood avait disparu en 1707 lors de l'union entre l'Écosse et l'Angleterre, qui donna naissance à la Grande-Bretagne. Sa renaissance exauce une vieille revendication écossaise. Il est enfin possible de réformer le régime de la propriété foncière locale qui demeurait pétrifié dans son statut féodal. C'est le cheval de bataille d'Andy Whiteman, expert forestier et député au Holyrood depuis 2014. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les Highlands sont demeurés à l'écart du monde et même du reste de l'Écosse, qui avait commencé à se moderniser. La plupart des fermiers n'étaient pas propriétaires, mais locataires. Pendant des milliers d'années, l'Écosse a subi un système foncier féodal. Son histoire foncière est très différente de celle qu'a connue l'Europe continentale après la Révolution française, où l'aristocratie a été balayée. Il n'y a pas eu de révolution aboutie en Grande-Bretagne. L'aristocratie a donc gardé de vastes domaines qui ont conservé leur pouvoir politique. La région, aux mains de très grands propriétaires fonciers, a échappé jusqu'à nos jours au contrôle d'Édimbourg. Nous survolons actuellement un grand domaine, Blackwood Estate, qui appartient à Mohamed Al-Tajir des Émirats arabes unis. Là, c'est un autre domaine, plus petit, Aberrokill Estate. Il est détenu par un oligarque russe. En fait, je ne sais pas vraiment qui est le propriétaire. Officiellement, c'est une société installée dans un paradis fiscal, dans les îles Caïmans. C'est devenu un enjeu politique en Écosse. Le public veut savoir qui possède la terre. En Écosse, la part des terres publiques est très faible et représente 12% du territoire. Une cinquantaine de domaines privés dépassent les 20 000 hectares. Browland fait 31 000 hectares, celui de Glenavon 41 000. Les plus grands atteignent 100 000 hectares. Le duc de Westminster, proche de la famille royale d'Angleterre, possède à lui seul 94 000 hectares. À 700 km de Londres, voici les Highlands. À perte de vue, des lacs, des collines, des montagnes. 232 000 habitants seulement pour un territoire plus grand que la Belgique. À peine 4% de la population écossaise. Dès que l'on quitte les vallées agricoles, la terre se redresse. C'est la partie de l'Écosse dévolue aux moutons et aux forêts. Nous approchons maintenant de Drummond Estate, un immense domaine typiquement écossais. Beaucoup de ses propriétés ont été améliorées et développées au XVIIIe et XIXe siècle, quand l'aristocratie a accompagné l'industrialisation ou a investi dans les colonies britanniques. Les riches ont agrandi leurs châteaux, ont investi dans l'agriculture et commencé à planter des arbres. Les forêts écossaises, plantées par l'aristocratie, ont peu à peu envahi tout le paysage des Highlands. À l'époque médiévale, la loi protégeait les forêts royales, simplement parce que c'était là que le roi chassait. Aujourd'hui, ces forêts servent toujours de réserve de chasse. Ces landes couvertes de bruyères servent d'abri aux lagopettes d'Écosse. C'est un gibier très populaire. Autrefois, ces chasses rassemblaient l'aristocratie, mais aujourd'hui, c'est un mélange de propriétaires, de banquiers, d'hommes d'affaires étrangers. À plus de 100 km au nord d'Édimbourg, au milieu des Highlands, propriété de la famille royale depuis le milieu du XIXe siècle, voici le château de Balmoral. Il est demeuré jusqu'à nos jours la résidence estivale préférée des Windsor. Le côté huppé et aristocratique des Highlands s'en est du coup trouvé renforcé. En achetant le domaine de Balmoral, la reine Victoria a lancé l'époque romantique de l'Écosse. Tout le monde voulait avoir son domaine dans les Highlands et porter le kilt. Depuis que Balmoral a été racheté par la reine Victoria, un village a été particulièrement mis en lumière, le village de Braemar. Chaque premier samedi de septembre, dans ce village du cœur des Highlands, a lieu le rassemblement de Braemar. Depuis 1832,
il accueille les plus célèbres Highland Games du pays. Il est très exactement 15 heures. Comme chaque année, la reine d'Angleterre, escortée de la famille royale, vient en voisine honorer de sa présence le rassemblement de Braemar. But from everyone on Royal Deeside in your beloved Highlands, we too are proud to wish you happy birthday, Your Majesty. Au cœur de cette grande messe folklorique, nous retrouvons Nathalie Duclos, maître de conférences en civilisation britannique. Elle s'intéresse particulièrement aux racines et aux lignes de force de la singularité écossaise. L'Écosse est fière de ne pas avoir été conquise, à la différence d'autres petites nations des îles britanniques. L'union de l'Écosse avec l'Angleterre est très différente de celle des Gallois et des Irlandais. Parce qu'en réalité, le pays de Galles et l'Irlande ont été conquis par l'Angleterre. Ce n'étaient pas des unions volontaires. L'union entre l'Écosse et l'Angleterre, elle, est un processus volontaire et ça change tout. Get the drop in straight away and lock the left leg out. Let's go tight, make them work. You're strong. You are strong. Beaucoup pensent que nous devons progresser et donner une autre image de nous-mêmes. Mais ces traditions font partie de notre histoire et nous ne voulons pas les abandonner. Portée par son indéniable singularité culturelle, l'Écosse peut aujourd'hui compter sur son dynamisme économique pour négocier avec l'Angleterre et le pays de Galles les questions liées à la sortie de l'Europe. De l'autre côté de la mer d'Irlande, la 4e nation du royaume est dans une toute autre situation. Ces dernières années, l'Irlande du Nord est parvenue à maintenir son rang en s'intégrant avec profit dans l'Union européenne. Le vote en faveur du Brexit risque de modifier cet équilibre. Elle a en outre un défi supplémentaire à relever, celui de la réconciliation. Belfast, la capitale du 4e royaume, est une ville où la ségrégation demeure réelle. Elle est traversée de murs et de barrières qui séparent les communautés catholiques et protestantes. Ces séparations de fer, de briques et de béton, appelées officiellement murs de la paix, devaient être provisoires, mais elles sont toujours debout. 20 ans après la paix signée entre catholiques et protestants, la division est toujours d'actualité. Les premières séparations ont été érigées après des émeutes en 1969. En 1980, une deuxième vague de construction coupe le nord et l'ouest de la ville. Parmi les plus célèbres des murs de la paix, celui qui sépare le quartier d'Ardoyne, à majorité catholique et bastion des nationalistes irlandais, du quartier de Shankill Road, fief des protestants orangistes. En 2013, le gouvernement britannique a annoncé leur destruction programmée d'ici 10 ans. Mais la promesse paraît difficile à tenir. Kieran Shannon, travailleur communautaire pour l'association Intercom, veut convaincre les habitants d'accepter de voir tomber ces murs. Shankill Road est connu dans le monde entier. De l'autre côté du mur, il y a Falls Road, un quartier républicain. En réalité, ce sont des murs de ségrégation bâtis pour séparer les communautés. Depuis leur construction, les murs se sont couverts de fresques, d'affiches et de graffitis. Aujourd'hui, ils attirent les touristes comme autrefois le mur de Berlin. Mais le problème communautaire persiste à Belfast et dans le reste de l'Irlande du Nord. Idéalement, on aimerait voir le mur tomber un jour.
Les choses commencent à bouger, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Au nord de Belfast, le jardin public d'Alexander Park est coupé en deux par un mur de 3 mètres de haut entre le quartier protestant de Shore Road et la communauté catholique d'Antrim Road. Depuis 2011, il existe une porte dans le mur. Le sergent Nick Williams a la responsabilité de l'ouvrir chaque matin. Nous voulons que nos jeunes puissent aller et venir, se rencontrer, jouer au foot. C'est très important pour la communauté. Pour Nick, la porte ouverte dans le mur d'Alexander Park montre le chemin à suivre, même si aujourd'hui la paix reste un défi au jour le jour. Dans un monde idéal, personne ne voudrait d'une société avec tous ces murs et ces séparations. Nous veillons sur toute la ville et sur tout le pays. Mais nous ne sommes pas naïfs. La menace est bien réelle et nous devons la prendre en compte. Des 4 nations du Royaume, l'Irlande du Nord est la seule à partager une frontière terrestre avec un État de l'Union européenne, celui de la République d'Irlande. Cette frontière était dénuée de contrôle douanier depuis l'accession des 2 pays au marché unique. La frontière a été tracée dans les années 20 sans aucune concertation à l'issue de la guerre qui a donné son indépendance à la République d'Irlande. C'est donc plutôt une ligne de front sinueuse qui coupe les petites routes du bocage irlandais. Si la frontière se referme sous l'effet du Brexit, elle bouleversera les itinéraires quotidiens des transfrontaliers. À côté du village de Lisnaro, Eamon Fitzpatrick est propriétaire d'une station-service à cheval sur la frontière. Tous les jours, il livre du fioul sur les 2 territoires. Je viens de faire le plein du camion, et là où il se trouve, il est garé en République d'Irlande. Je vais vous montrer où se trouve la ligne de démarcation. Vous voyez les arbres derrière nous, à gauche? La frontière part de là-bas et finit à droite, en biais. Eamon adapte ses prix en jouant sur les fluctuations des taxes et le change entre l'euro et la livre. « 20 fois par jour, en livrant son fioul, Eamon passe d'un pays à l'autre. Là, on va repasser la frontière. On entre à nouveau dans le comté de Monaghan. Cette maison est dans le comté de Monaghan. Celle-ci, au bout du chemin, est dans celui de Fermanagh. C'est comme ça. Ah, des canards. Un d'entre eux est écrasé. En Irlande, ils ont le droit de circuler sur la route. Pendant les périodes de troubles, les autorités bloquaient les petites routes, comme par exemple à Lackey Bridge. Ce pont sautait régulièrement. Les autorités britanniques le faisaient sauter environ 1 fois par semaine. Jour et nuit, les patrouilles contrôlaient en permanence les va-et-vient de chaque côté de la frontière. Le quotidien des transfrontaliers, c'était de trouver des points de passage libres. Dans le coin, les gens n'ont pas envie de franchir des checkpoints. Ils veulent passer les frontières sans être bloqués. Eamon livre du diesel dans la région d'Irlande du Nord, célèbre pour ses cultures de champignons. Depuis l'annonce du Brexit et la dévaluation de la livre sterling qui s'en est suivie, 45 exploitations ont déjà fermé. Combien d'emplois perdus dans votre secteur? On en a plus d'une centaine. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il faut une solution, sinon il n'y aura plus de champignons. Les entreprises vont souffrir. Oui. Le plus gros problème, c'est l'incertitude. Personne ne sait ce qui va se passer. On s'est habitué à commercer dans un marché unique. Si la frontière revient, il y aura à nouveau des contrôles douaniers, des TVA différentes et toute cette petite tracasserie. Allez, et bien à la semaine prochaine. Après 20 années de paix, qui avaient engendré prospérité et optimisme, l'Irlande du Nord est plongée dans l'incertitude. Il est 18 h. À Belfast, il est l'heure de fermer les portes des murs de la paix.
les quartiers vont se replier sur eux-mêmes pour la nuit. En mer du Nord, sur la plateforme pétrolière d'Elgin Franklin, le balai des hélicoptères continue pour assurer la rotation des équipes. Il est 19h. Avant de rentrer chez eux, c'est l'heure du foot pour les écoliers. C'est en Angleterre, il y a 150 ans, que ce sport a été inventé. Chaque ville, grande ou petite, a son stade, son équipe et ses supporters. Le football semble ignorer le clivage nord-sud, puisque Liverpool et Manchester possèdent des clubs parmi les plus riches et les plus titrés du pays. Pourtant, en 2016, c'est un club sans gros moyens, celui de Leicester City, qui a remporté le championnat d'Angleterre à la surprise générale. John Williams est sociologue. Il a consacré sa vie à étudier l'importance fondamentale du football pour la société anglaise. Ici, le football illustre parfaitement les tensions entre le nord et le sud de l'Angleterre. C'est lié au fait qu'au départ, c'était un sport amateur. Il tire ses racines des écoles privées, donc il vient des classes supérieures. Le Nord peut s'enorgueillir d'avoir de grands centres de football, Manchester, Liverpool, Newcastle, mais il y a toujours cette tension sous-jacente. Pour le club de Leicester, la victoire de 2016 a été un immense bonheur. La ville a tout d'un coup pris une nouvelle visibilité sur la carte de la Grande-Bretagne. Le monde entier s'est emballé et s'est pris de sympathie pour l'outsider qui arrive à battre les géants et à briser les logiques du foot business. La victoire de Leicester City a annoncé le retour du sport. Quand on a la bonne équipe, peu importe les moyens financiers, on peut gagner. Ça a été un moment sportif très fort. Le monde change très rapidement. C'est difficile de se créer des racines, d'avoir une famille, une communauté. Mais le foot, lui, sera toujours là. Les gens pourront toujours venir au stade et dire « Je sais qui je suis parce que je participe à ce qui se passe ici ». Comme tous les clubs de foot d'Angleterre, Leicester draine un public de supporters inconditionnels. J'habite dans le nord de Londres. Je viens ici dès qu'il y a un match à domicile. J'ai le football et ce club dans le sang. Tout petit, on vous emmène au stade, vous commencez à soutenir l'équipe locale et ça va durer toute votre vie. Britt, lui, est géographe à l'université de Leicester. Quand je suis parti en vacances cette année, en vrai fan de Leicester, j'ai pris mon maillot avec moi. Et autour de la piscine, des gens m'ont repéré et m'ont félicité, comme si c'était moi qui avais gagné la Ligue. J'étais très fier. Les 32 000 places du King Power Stadium ne sont pas suffisantes pour contenir la ferveur des supporters. Mais plutôt que de rester chez eux pour suivre la retransmission, beaucoup préfèrent la chaleur collective du pub. Il est 20h. Dans la métropole londonienne, c'est la fin du travail, la sortie des bureaux. Ici aussi, c'est l'heure de l'apéritif au pub. Plus qu'un cliché, une institution ancrée dans la mentalité britannique. Dans le quartier de Notting Hill, le carnaval touche à sa fin. Augustine Pepe célèbre dignement sa victoire. Les rues tardent à se vider. La fête va se poursuivre toute la nuit dans les clubs. En été, tout le pays bat au rythme des festivals.
Au Royaume-Uni, la musique classique a des temples anciens et réputés. Mais depuis que la pop musique anglaise a déferlé sur le monde dans les années 60, d'autres festivals plus forts en mégawatts donnent le ton. À 2 pas de Londres, Reading a vu défiler tous les plus grands. Ces concerts rassemblent des centaines de milliers de personnes venues des 4 coins du pays et du reste de l'Europe. Les festivals de l'île de Wight au début des années 70 ont marqué toute une génération. Aujourd'hui, le festival Celtic Connections à Glasgow rassemble les sons du folk et de la world music. Le légendaire Creamfields à côté de Liverpool est l'un des plus grands festivals dance de Grande-Bretagne. Dans le Somerset, au sud de Bristol, Glastonbury est le festival pop et rock le plus grand et le plus célèbre du Royaume-Uni. Depuis 2012, c'est dans un petit village du nord-ouest du pays de Galles qu'a lieu la plus originale des initiatives. Le village de Portmeirion a servi de décor à la série télévisée Le Prisonnier dans les années 60. Et c'est en l'honneur de son personnage principal, l'agent numéro 6, que le festival qui s'empare des lieux 3 jours par an s'est baptisé numéro 6. En quelques années, le festival est devenu un rendez-vous immanquable à l'atmosphère vibrante et excentrique. Joe Dowdle enseigne la musique et les arts à l'université de Bristol. Il est aussi le compositeur attitré du festival. C'est à lui que le public de ce soir doit la réalisation d'un hommage à David Bowie. Au Royaume-Uni, la culture présente différentes facettes. Le public est ouvert à beaucoup de choses et ce festival accueille toutes ces singularités. La musique, l'art et toutes ces formes de culture rassemblent les gens et effacent les contrariétés du quotidien. Plus qu'un autre, Bowie rappelle l'incomparable rayonnement de la musique britannique sur le monde. Le Royaume-Uni a toujours bien accueilli les cultures du monde entier. Nous sommes et avons toujours été une nation de migrants. Les gens l'oublient. Le vote du Brexit a joué sur les peurs et c'était une mauvaise chose. Nous avons toujours accueilli les autres cultures et ce sera toujours le cas, dans le monde artistique en tout cas. Il y a toujours une interdépendance. Certaines idées qui naissent en Angleterre trouveront une résonance en Europe, et vice-versa. À Londres, Uyi Nguyen Trieux, entouré de ses amis financiers, célèbre la signature d'un nouveau contrat au 32e étage du Shard, à 200 mètres au-dessus de la Tamise. En mer du Nord, une équipe de la plateforme pétrolière d'Elgin Franklin rentre à la maison, à Aberdeen. Il est 23 heures. Une journée s'achève au Royaume-Uni. Le rythme des pulsations s'atténue. Mais dans la nuit, le cœur de l'économie monde continue de battre. Aujourd'hui, le pays s'engage sur un nouveau chemin pour rester au premier rang des puissances économiques mondiales, y faire participer ces 4 nations d'un même élan et son défi pour l'avenir.